Bienvenue dans cette analyse du discours clé d'Ursula von der Leyen au Parlement européen, prononcé le 9 octobre 2024. En pleine crise climatique, conflit en Ukraine et débat sur la compétitivité de l'Europe, la présidente de la Commission européenne a dressé un tableau des enjeux majeurs auxquels l'Union fait face. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur ses propositions pour renforcer la solidarité européenne face aux défis migratoires, sécuritaires et économiques. Restons ensemble pour décrypter les points forts de son intervention. Thank you very much, President Metsola, Prime Minister Orban, honorable members. Merci beaucoup, Madame la Présidente Metsola, Monsieur le Premier ministre Orban, honorables membres. Nous nous rencontrons 3 semaines plus tard que prévu à cause des inondations qui ont ravagé l'Europe centrale. L'équivalent de 5 mois de pluie est tombé sur l'Europe centrale en seulement 4 jours. Les événements climatiques extrêmes sont la nouvelle norme du changement climatique. Dans le même temps, son pouvoir destructeur est trop grand pour qu'un pays puisse le combattre seul. L'eau a atteint les portes des monuments les plus emblématiques de Budapest. Elle a détruit des récoltes et endommagé des usines. Mais en 3 semaines, nous avons vu les Hongrois retrousser leurs manches et s'entraider. L'Europe veut être à leur côté. La Hongrie a demandé l'aide de nos satellites Copernicus et nous sommes intervenus pour aider à coordonner les équipes de secours et cartographier les dégâts. Nous sommes également prêts à mobiliser notre mécanisme de protection civile et le fonds de solidarité pour tous les pays de la région, y compris la Hongrie. La Hongrie peut demander notre soutien, comme d'autres pays prévoient de le faire. L'Union européenne est là pour les habitants de la Hongrie dans cette urgence et au-delà. Et les Hongrois méritent de bénéficier pleinement de l'adhésion et de l'accès à leurs fonds européens. Honorables membres, aujourd'hui, je souhaite me concentrer sur quelques-uns des enjeux les plus urgents auxquels nous faisons face pendant cette présidence du Conseil. Premièrement, l'Ukraine. Deuxièmement, la compétitivité. Troisièmement, la migration. Nos amis ukrainiens se préparent à vivre leur 3e hiver de guerre. Et la Russie essaie de rendre cet hiver encore plus difficile. Le mois dernier, la Russie a envoyé plus de 1300 drones contre des villes ukrainiennes. Tout au long de l'été, des centaines de missiles ont frappé les infrastructures énergétiques des Ukrainiens. D'innombrables Ukrainiens ont été tués ou blessés. Des familles ont été séparées. Des villes ont été détruites. Le monde a été témoin des atrocités de la guerre menée par la Russie. Et pourtant, certains continuent de blâmer cette guerre, non pas l'envahisseur, mais l'envahi. Non pas la soif de pouvoir de Poutine, mais la soif de liberté de l'Ukraine. Alors je leur pose cette question, oseraient-ils jamais blâmer les Hongrois pour l'invasion soviétique de 1956 ? Oseraient-ils blâmer les Tchèques ou les Slovaques pour la répression soviétique de 1968 ? Oseraient-ils blâmer les Lituaniens pour la répression soviétique de 1991 ? Nous, Européens, avons peut-être des histoires et des langues différentes. Mais il n'existe aucune langue européenne dans laquelle le mot « pète » soit synonyme de reddition et ou « souveraineté » soit synonyme d'occupation. Les Ukrainiens sont des combattants de la liberté, tout comme les héros qui ont libéré l'Europe centrale et orientale de la domination soviétique. Et il n'existe qu'un seul chemin vers une paix juste pour l'Ukraine et pour l'Europe. Nous devons continuer à renforcer la résistance de l'Ukraine avec un soutien politique, financier et militaire. Le mois dernier à Kiev, j'ai annoncé que nous fournirons jusqu'à 35 milliards d'euros en prêts à l'Ukraine dans le cadre des 50 milliards de dollars promis par le G7. Ces prêts seront remboursés par les bénéfices exceptionnels des actifs russes immobilisés, et ils iront directement dans le budget national de l'Ukraine. Ainsi, nous faisons payer à la Russie les dégâts qu'elle a causés, et nous resterons aux côtés de l'Ukraine cet hiver et aussi longtemps que nécessaire. Honorables membres, le deuxième point que je voudrais aborder concerne la compétitivité. Il y a 1 an, dans mon discours sur l'état de l'Union ici à Strasbourg, j'ai annoncé le rapport de Mario Draghi sur l'avenir de la compétitivité européenne. Maintenant, nous avons tous entendu son appel à l'action. Permettez-moi de me concentrer sur 2 domaines prioritaires. D'abord, combler le fossé de l'innovation avec d'autres grandes économies. L'analyse de Draghi est très claire sur les raisons pour lesquelles nous perdons du terrain, en particulier dans les innovations numériques de rupture. Trop de nos entreprises innovantes doivent se tourner vers les États-Unis ou l'Asie pour financer leur expansion, tandis que 300 milliards d'euros d'économies des ménages européens sont investis chaque année sur les marchés étrangers. Et il existe encore trop de barrières dans notre marché unique, empêchant nos entreprises de se développer au-delà des frontières. C'est pourquoi nous avons proposé une union de l'épargne et de l'investissement. Nous devons réduire les obstacles pour que les entreprises puissent se développer au-delà des frontières. Nous allons proposer une nouvelle initiative pour compléter notre marché unique, réduire les charges réglementaires, notamment dans les secteurs des finances et du numérique. C'est la voie à suivre pour renforcer notre compétitivité. Deuxièmement, je voudrais parler de la compétitivité industrielle. En Europe, nous avons l'un des secteurs industriels les plus solides et les plus diversifiés au monde. Mais nous savons tous que des défis importants se profilent à l'horizon. Nos industries doivent s'adapter aux nouvelles réalités économiques et géopolitiques.
Nous devons donc accélérer la transition vers une économie verte et numérique, tout en renforçant la compétitivité de nos entreprises. C'est pourquoi nous avons lancé une stratégie industrielle européenne qui met l'accent sur l'innovation, la numérisation et surtout la durabilité. Pour rendre cela possible, nous devons investir massivement dans la technologie et l'infrastructure, en particulier dans les énergies renouvelables, les batteries et l'hydrogène vert. Nous avons déjà fait de grands progrès dans le cadre du pacte vert européen, mais nous devons aller encore plus loin. C'est pourquoi nous travaillons à simplifier les processus d'approbation pour les projets d'énergie renouvelable et à créer des conditions plus favorables pour attirer des investissements dans ces secteurs. Nous avons besoin d'une Europe qui puisse fabriquer ses propres batteries, ses propres semi-conducteurs, et qui soit capable de garantir sa souveraineté énergétique. En même temps, nous ne pouvons pas oublier que la transition verte doit aussi être socialement juste. Les travailleurs européens doivent bénéficier de ces changements. Ils doivent être soutenus avec des programmes de formation, de reconversion et des emplois de qualité. Car notre compétitivité ne repose pas seulement sur l'industrie, mais aussi sur notre capital humain. Voilà pourquoi, en parallèle de notre stratégie industrielle, nous lançons également des initiatives pour développer les compétences des travailleurs européens. L'année dernière, nous avons proclamé 2023 comme l'année européenne des compétences, et cette initiative est en pleine expansion. Il est essentiel de fournir à nos citoyens les outils pour réussir dans cette nouvelle ère industrielle. Le troisième et dernier sujet que je souhaite aborder aujourd'hui est la migration. C'est un sujet complexe et controversé qui continue de diviser les opinions à travers l'Europe. Mais nous savons qu'il n'y a pas de solution facile à la migration, et c'est exactement pourquoi nous devons travailler ensemble pour y faire face. Nous avons besoin d'une politique européenne de l'asile et de la migration qui soit à la fois humaine et efficace. Cette année, nous avons franchi un grand pas en avant avec l'accord sur le pacte européen sur la migration et l'asile. C'est un véritable tournant. Pour la première fois, tous les États membres se sont engagés à partager la responsabilité de l'accueil des réfugiés et à renforcer la gestion de nos frontières extérieures. Cet accord est un compromis difficile, mais il montre que l'Europe est capable de surmonter ses différences et de trouver des solutions collectives à des problèmes communs. Nous devons maintenant nous assurer que cet accord soit mis en œuvre rapidement et de manière cohérente dans tous les États membres. Mais la gestion de la migration ne se résume pas à la protection de nos frontières. Il s'agit aussi d'offrir des voies légales d'entrée pour les personnes qui ont besoin de protection, de renforcer la coopération avec les pays d'origine et de transit, et de lutter contre les causes profondes de la migration. Nous avons déjà signé des partenariats avec plusieurs pays en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour améliorer la gestion des flux migratoires. Et nous allons intensifier ces efforts dans les mois à venir. Car si nous voulons que la migration soit gérée de manière ordonnée, nous devons travailler avec nos partenaires internationaux pour prévenir les crises migratoires avant qu'elles n'atteignent nos frontières. Honorables membres, le chemin qui s'ouvre devant nous n'est pas sans défi. Mais l'Europe a montré, à maintes reprises, qu'elle est capable de surmonter les moments difficiles en restant unie et en prenant des décisions courageuses. Que ce soit face aux changements climatiques, aux pressions économiques ou aux défis migratoires, l'Europe est plus forte lorsqu'elle agit de manière concertée. Et c'est dans cet esprit de solidarité et de détermination que je vous invite à travailler ensemble au cours des prochains mois. Merci pour votre attention. Le discours d'Ursula von der Leyen devant le Parlement européen marque un tournant dans la manière dont l'Union aborde les crises actuelles. À première vue, ces paroles semblent tracer une voie claire et résolue. Soutien indéfectible à l'Ukraine, nécessité d'accroître la compétitivité européenne, et gestion de la crise migratoire via un pacte collectif. Mais au-delà des mots inspirants et des promesses de solidarité, plusieurs interrogations s'imposent, et avec elles, une réflexion profonde sur l'avenir de l'Union européenne. L'aide à l'Ukraine. Jusqu'où aller sans compromettre l'unité interne de l'UE? Tout d'abord, von der Leyen a réitéré un soutien massif et continu à l'Ukraine, non seulement politique, mais aussi financier et militaire. Mais cela pose une question fondamentale. Jusqu'où l'Union européenne peut-elle aller sans se diviser en interne? L'aide à l'Ukraine commence à susciter des tensions entre les États membres. Certains pays de l'Union, en particulier ceux avec des liens historiques ou économiques plus complexes avec la Russie, manifestent des signes de fatigue ou de désaccord face à cet engagement prolongé. La vraie question est la suivante. L'Union peut-elle rester unie dans ce soutien à long terme, alors que certains membres commencent à exprimer des préoccupations liées à leurs propres besoins économiques, énergétiques ou sécuritaires? La compétitivité européenne, un projet d'innovation ou une illusion bureaucratique? Le discours aborde ensuite la compétitivité, où von der Leyen évoque la nécessité de réduire les obstacles pour les entreprises innovantes et renforcer le marché unique. Cependant, l'UE, avec sa bureaucratie bien connue, est-elle véritablement capable de rendre son marché plus dynamique et de rivaliser avec des économies comme celles des États-Unis ou de l'Asie? En appelant à un marché plus intégré et à des réformes pour stimuler l'innovation, von der Leyen semble ignorer un problème récurrent: l'inefficacité des institutions européennes à réduire leur propre complexité administrative.
Peut-on réellement attendre que ces réformes aient un impact significatif alors que les entreprises européennes continuent de se tourner vers des financements extérieurs en raison de la lourdeur réglementaire? Ce point mérite d'être débattu. La solution à l'innovation et à la compétitivité européenne réside-t-elle vraiment dans une réforme du marché unique? Ou devrions-nous repenser plus profondément notre manière de réguler et de soutenir nos industries? La migration, solidarité ou hypocrisie? Enfin, l'une des parties les plus sensibles du discours concerne la migration. Von der Leyen parle d'un nouveau pacte sur la migration et l'asile, insistant sur la solidarité entre les États membres et une meilleure gestion des frontières extérieures. Mais là encore, nous voyons un écart entre les mots et la réalité. Si l'idée de partager le fardeau migratoire semble idéale en théorie, qu'en est-il de l'acceptation de cette solidarité par les pays membres? Certains pays, notamment ceux de l'Europe centrale, comme la Hongrie, se sont régulièrement opposés à l'accueil des migrants. Comment concilier cette opposition avec l'idée d'unité européenne prônée par von der Leyen? D'un autre côté, von der Leyen critique ouvertement la Hongrie pour son traitement des trafiquants et des migrants, mais cela soulève une autre question plus large. L'UE peut-elle vraiment parler d'unité en matière migratoire alors que chaque pays semble jouer selon ses propres règles? Et dans le même temps, peut-on réellement critiquer la Hongrie sans aborder les failles systémiques des politiques européennes sur les migrations, qui n'ont jusqu'à présent ni permis de freiner les flux migratoires ni d'assurer une répartition équitable des responsabilités? Conclusion. Une Europe solidaire, mais à quel prix? Le discours de von der Leyen nous laisse donc avec plusieurs questions cruciales. L'Union européenne peut-elle rester unie face aux crises multiples qu'elle traverse, que ce soit la guerre en Ukraine, les défis économiques ou la gestion de la migration? La solidarité européenne, souvent invoquée, peut-elle se concrétiser lorsque chaque État membre a des priorités et des intérêts divergents? Ou bien, sommes-nous à l'aube d'une Europe où les fractures internes deviennent de plus en plus difficiles à ignorer? Dans un monde où les défis se multiplient, l'UE doit impérativement réfléchir à comment équilibrer solidarité et souveraineté nationale, tout en maintenant sa cohésion interne. Et vous, que pensez-vous de ces enjeux? L'UE peut-elle réellement continuer sur cette voie sans se diviser? La solidarité affichée par von der Leyen est-elle une véritable promesse ou une illusion politiquement nécessaire? J'attends vos réflexions et vos débats dans les commentaires. Merci et à très bientôt.